L'envers de l'affaire. Plongé au cœur de la mécanique du crime. L'envers de l'affaire, saison 13. Le galion portugais et les diamants du désert de Namibie. Épisode 1/6. De Beers, le royaume interdit du diamant. Au sud-ouest de la Namibie, là où l'océan Atlantique vient mourir contre les dunes du désert du Namib, existe une région que presque personne ne peut approcher. Une terre immense, balayée par le vent, fermée au public depuis plus d'un siècle. Son nom ressemble à un avertissement. Le Sperrgebiet. En allemand, cela signifie simplement « zone interdite ». Pendant des décennies, cette portion de côte a été l'un des endroits les plus sécurisés de la planète. Des clôtures surgissent au milieu du désert. Des caméras surveillent les pistes perdues dans le sable. Les employés y entrent avec des autorisations spéciales. Car sous ces dunes apparemment vides, repose l'une des plus grandes richesses du monde moderne. Les diamants. Tout commence en 1908. À l'époque, la Namibie appartient encore à l'empire colonial allemand. Un ouvrier découvre par hasard une pierre brillante près d'une voie ferrée traversant le désert. Très vite, la nouvelle provoque une ruée spectaculaire. Des prospecteurs affluent dans cette région inhospitalière, persuadés que le sable cache une fortune infinie. Et ils ont raison. Le désert du Namib est alors transformé en gigantesque coffre-fort à ciel ouvert. Des villes minières surgissent au milieu de nulle part. Kolmanskop, Pomona, Elizabeth Bay, des noms presque oubliés aujourd'hui. On construit des casinos, des villas, des théâtres et même des salles de bal au beau milieu des dunes. Pendant quelques années, certains hommes deviennent immensément riches simplement en ramassant des diamants dans le sable. Puis, un nom finit par dominer tous les autres. De Beers. Le géant sud-africain du diamant prend progressivement le contrôle de la région. Avec le temps, l'entreprise transforme le Sperrgebiet en forteresse industrielle. Les cartes deviennent floues. Certaines zones disparaissent complètement des itinéraires officiels. La Skeleton Coast, la côte des squelettes, gagne sa réputation de territoire fantôme. Brouillard épais, courants violents, carcasses de navires abandonnés. Ici, le désert et l'océan semblent se livrer une guerre permanente. Au début des années 2000, les méthodes d'extraction ont changé. Les diamants ne sont plus seulement recherchés dans les dunes. Les ingénieurs savent désormais qu'une partie des pierres précieuses repose sous les anciens dépôts marins, enfouis sous des couches de sable et d'eau salée. Pour les atteindre, les équipes de Namdeb, la coentreprise détenue par De Beers et le gouvernement namibien, utilisent des moyens colossaux. D'immenses machines creusent la côte. Des pompes gigantesques repoussent l'Atlantique. Par endroits, les ouvriers assèchent littéralement l'océan pour fouiller les fonds marins fossilisés. Le paysage devient irréel. Des excavatrices avancent entre brouillard, sable et digues artificielles dans un vacarme métallique permanent. C'est dans cet environnement presque lunaire qu'un événement inattendu survient en avril 2008. Ce matin-là, des employés travaillent dans une zone de fouille proche d'Oranjemund, à quelques kilomètres de l'embouchure du fleuve Orange. Les machines dégagent lentement des couches compactes de sable humide lorsqu'un ouvrier remarque un objet étrange dans la terre. Au départ, personne n'y prête vraiment attention.
L'objet ressemble à une simple masse métallique recouverte de concrétion. Peut-être un vieux morceau de machine abandonné depuis des décennies dans la mine. Mais lorsqu'il est nettoyé, un détail apparaît. Un symbole, une marque ancienne gravée dans le métal. Les ingénieurs comprennent rapidement qu'il ne s'agit pas d'un débris moderne. L'objet est beaucoup plus vieux. Beaucoup plus vieux. Et sous leurs pieds, enfoui depuis des siècles sous le désert namibien, quelque chose semble attendre dans le silence. Épisode 2/6. La machine qui a réveillé un navire disparu. Au début, les ouvriers de la mine pensent avoir découvert quelques débris isolés. Dans le Sperrgebiet, cela arrive parfois. De vieux outils, des morceaux de rail, des carcasses métalliques abandonnées depuis les premières exploitations diamantifères du XXe siècle. Rien d'exceptionnel. Mais cette fois, quelque chose paraît étrange. L'objet métallique remonté du sable quelques heures plus tôt ne ressemble à rien de connu dans la mine. Sa surface est rongée par le sel et le temps. Pourtant, un symbole ancien reste visible. Une sorte de trident gravé dans le métal. Les responsables du site décident alors d'élargir les fouilles autour de la découverte. Les excavatrices retirent lentement les couches de sable humide accumulées depuis des siècles. Puis, les machines s'arrêtent brusquement. Sous la terre apparaît une longue pièce de bois noircie. Une poutre, puis une autre, et encore une autre. Les ouvriers comprennent rapidement qu'ils ne sont pas en train de dégager une structure moderne. Le bois semble ancien, extrêmement ancien. Certaines planches sont épaisses, courbées, assemblées avec des techniques qui ne ressemblent plus à rien de contemporain. Le désert commence alors à révéler quelque chose d'impossible. À plusieurs centaines de mètres de l'océan Atlantique, au milieu d'une zone minière perdue dans les dunes namibiennes, une coque de navire surgit lentement du sable. La nouvelle remonte immédiatement jusqu'aux dirigeants de Namdeb et de De Beers. En quelques heures, la zone entière est bouclée. Les accès sont renforcés. Des équipes de sécurité apparaissent autour du chantier. Les ouvriers n'ont plus le droit d'approcher seuls du site, car dans le Sperrgebiet, tout objet découvert appartient potentiellement à une région où les diamants valent des fortunes. Mais cette fois, ce ne sont pas les pierres précieuses qui inquiètent les responsables. C'est l'âge du navire. Très vite, des archéologues spécialisés sont appelés en urgence depuis l'Afrique du Sud et l'Europe. Lorsqu'ils arrivent sur place, le spectacle les laisse presque sans voix. Sous leurs pieds repose un véritable bateau ancien, remarquablement conservé malgré les siècles. L'explication paraît irréelle. Comment un navire a-t-il pu finir aussi loin dans les terres ? Certains pensent d'abord à une ancienne lagune disparue. D'autres évoquent les mouvements constants du littoral namibien. Ici, le désert avance et recule depuis des siècles, sous l'effet des vents et des courants marins. Lentement, les dunes auraient repoussé la côte vers l'ouest, emprisonnant l'épave sous des couches de sable jusqu'à l'effacer complètement du paysage. Pendant plusieurs jours, les chercheurs travaillent dans des conditions presque absurdes. D'un côté, les dunes brûlantes du Namib. De l'autre, l'Atlantique retenu par des digues artificielles construites pour les opérations minières. Le chantier ressemble à une scène de science-fiction.
des archéologues en combinaison fouillent un navire ancien au fond d'un trou géant creusé dans le désert, sous la surveillance permanente des caméras de De Beers. Et plus ils avancent, plus le mystère grandit. Les morceaux de coque semblent appartenir à un immense navire marchand. Des fragments de cordage apparaissent encore coincés sous certaines planches. Des morceaux de cuir émergent du sable humide. Puis viennent des objets métalliques, des pièces de bois sculptées, des débris de caisses écrasés par le temps. Quelque chose d'énorme dort ici depuis des siècles. Mais personne ne sait encore exactement quoi. Puis, un jour, au fond d'une cavité sombre de l'épave, un archéologue remarque un éclat inhabituel sous la boue. Une lumière jaune, presque brillante. Il s'accroupit lentement et dégage le sable humide avec ses doigts. Alors apparaît une pièce d'or parfaitement conservée. Puis une deuxième, puis une troisième. Le silence tombe immédiatement sur le chantier. Car à cet instant précis, tous comprennent la même chose. Ils ne viennent pas de découvrir un simple bateau perdu. Ils viennent de réveiller un trésor disparu depuis près de 5 siècles. L'envers de l'affaire. Plongé au cœur de la mécanique du crime.